Dernier mois avant les examens nationaux 2026 au Bénin, une étape cruciale entre montée du stress, fatigue accumulée, mauvaise organisation ou relâchement. Comment bien gérer cette dernière ligne droite? Bienvenue sur ce plateau de Culture TV dans votre émission L'Interview. Nous sommes à un tournant décisif du calendrier scolaire. À quelques semaines des examens nationaux, il ne s'agit plus de démarrer les préparatifs, mais bien de finaliser avec intelligence et méthode. Et comme si cela ne suffisait pas, cette dernière ligne droite coïncide souvent avec la saison des pluies. Comment les candidats doivent-ils gérer cette période stratégique? Quelle erreur éviter? Quels conseils pour optimiser ses chances de réussite? Eh bien, pour en parler, je suis avec mon collègue Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir et merci Madame Carmel. Bonsoir chers téléspectateurs. Bien évidemment, merci chers téléspectateurs. Et sur ce plateau, nous sommes avec l'inspecteur Adile Kemaezinou pour nous aider à mieux comprendre les défis et aussi les alternatives au cours de cette période décisive. Merci d'être avec nous, cher inspecteur. C'est moi. Pour la première question, eh bien, nous allons d'abord commencer par un petit rappel. Je me permets de demander à Jacques. Déjà, les dates, c'est le CEP en premier, comme d'habitude, du 1er au 4 juin. Et bien sûr, le BPC qui suit. Effectivement, donc le mois de juin est consacré aux examens comme d'habitude. Nationaux. Oui. D'accord. Donc d'abord le CEP du 1er au 4 juin, ensuite le BEPC du 8 au 10 juin et enfin le baccalauréat du 15 au 18 juin. Eh bien, ce sont là les trois grandes dates, pour ne pas dire les trois grandes périodes du mois de juin. Et à ce stade, il ne s'agit plus de commencer les préparatifs, mais de finaliser intelligemment ce qui a déjà été entrepris. Le dernier mois demande davantage de discipline et surtout de stratégie. N'est-ce pas cela, inspecteur Adile Kemaezinou? Exactement, madame. Le mois de juin est sacré pour nous, pour les enseignants, pour les parents et pour les apprenants. Et c'est un mois qui détermine tout, détermine les passages dans un nouveau cycle ou les passages à l'université et autres. Alors, nous parlons en général des examens, mais pour vous qui êtes inspecteur de l'enseignement primaire, j'ai une question pour vous précisément. Que doit-on comprendre ou que doit-on savoir du CEP? Quand on dit CEP, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà? Parce que ça implique l'entrée en 6e, c'est la fin d'un cycle. Que doit comprendre un parent lambda? Merci pour cette question. Le plus souvent, nous avons une mauvaise lecture de cet examen. On a toujours pensé que c'est insignifiant. Aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine. Oui. Mais pour nous, enseignants, et pour le système, c'est un contrôle. Parce que si nous devons définir ce que c'est que le CEP, c'est le certificat des études primaires. Quand on parle d'études chez nous, c'est du CI, le cours d'initiation au cours moyen, deuxième année. Donc c'est un contrôle général, c'est une évaluation sommative. Et à partir de cet examen, le système éducatif a prévu des orientations. Si vous réussissez à l'examen, il y a des matières, des épreuves sur lesquelles on se base pour vous orienter. C'est-à-dire, d'abord pour faire un classement interne, les tout premiers, les 50 premiers par exemple. Pour le classement des apprenants dans les collèges publics. Okay. Donc, voilà un peu le rôle que joue le CEP dans le système éducatif. Mieux, un enfant qui va au CEP, c'est qu'il a au moins fait 6 ans à l'école primaire. Primaire, du CI au CM2 ou la maternelle aussi. Voilà, du CI au CM2. Et il faut vous dire que ça forme un cycle à 3 sous-cycles. D'accord. Un cycle à 3 sous-cycles. Nous avons le premier sous-cycle, le CI et le CP. Oui. Et quand on est dans un sous-cycle, on ne redouble pas. On passe. Les parents difficilement ne comprennent pas. D'accord. C'est-à-dire quand vous êtes au CI, vous êtes dans le premier sous-cycle. Donc vous passez au CP. C'est toujours une classe du premier sous-cycle. C'est un programme, c'est-à-dire c'est un programme en première année renforcé en deuxième année. Au CP, oui. Du premier sous-cycle au deuxième sous-cycle, vous pouvez redoubler. Parce que vous n'avez pas les compétences requises pour affronter les enseignements du deuxième sous-cycle.
composé du CE1, le cours élémentaire première année, et le cours élémentaire deuxième année. Oui. Et vous pouvez redoubler le CE2 parce que on a jugé que l'élève l'apprenant n'a pas les compétences requises pour aborder le troisième sous-cycle. Donc, au CM1, vous faites le CM1, puis après le CM2. Et dites-vous que dans les années 80, déjà au CM1, on passait le CEP. C'était le CEFANG dans le temps, le certificat élémentaire de fin des enseignements maternels et primaires. Vous voyez? Donc, déjà, l'enfant qui fait le CM1, un bon CM1, va réussir au CM2. Le CM2 devient une révision. Au CM2. D'ailleurs, on présente même des candidats au CM1. Maintenant, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible avec Educ Master et autres. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, il faut comprendre ça d'abord, avant de chercher à comprendre ce que c'est que le CEP. D'accord. Donc, le CEP, c'est l'évaluation sommative de ce que tu sais depuis, ce que tu as appris depuis le CI jusqu'au CM2. Et c'est ça qu'on évalue. Mais il y a un problème à ce niveau. Préparer un candidat, c'est-à-dire un apprenant pour un examen, c'est différent de préparer un enfant pour passer en classe supérieure. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'évaluation s'impose à tout le monde. Bien sûr. Quel que soit le niveau de tes apprenants, c'est un examen national. À partir de ce moment, vous devez faire, c'est-à-dire enseigner selon ce critère-là, que c'est un examen national. Ce n'est pas une évaluation d'étape, c'est-à-dire ce que nous faisons à la fin de chaque 3 mois, qui, disons, reflète le niveau auquel vous êtes dans votre classe. Ici, le niveau est choisi au plan national. Donc, il faut des astuces, il faut, disons, des moyens pour préparer les enfants à réussir cet examen. Oui, alors vous avez précisé tout à l'heure qu'on tient compte de certaines épreuves ou de certaines matières pour classer, c'est-à-dire ceux qui iront alors soit dans les écoles publiques ou passer le test d'entrée au Britannique. C'est vrai, vous ne l'avez pas précisé. Quelles sont ces épreuves-là? Oui, c'est gardé secret. C'est-à-dire que l'enfant en classe, déjà, les premiers jours, il faut le préparer, il faut le motiver pour qu'il sache, je dois réussir au CEP. Et en préparant le CEP, je dois aussi chercher à travailler en français. C'est-à-dire la communication écrite, la lecture et en mathématiques. Donc c'est à partir de ces 3 épreuves qu'on retient les enfants. D'abord par la moyenne, on les retient pour les concours d'entrée et autres. Et là, pour les concours d'entrée, c'est le français. Le français à travers l'épreuve de communication écrite et de lecture et en mathématiques. Et quand l'enfant est bon dans ces matières, il se retrouve soit au lycée Mathieu Kérékou à Naïtengu, soit à Bembereke. À Bembereke. Mais quand vous n'expliquez pas ça à l'enfant, il sera moins motivé. Vous savez, en 1994, j'ai fait cette expérience avec mes enfants. On s'est entendu sur beaucoup de choses. Et au cours de cette année, c'est mon élève qui a été le premier du Bénin. Ah, bravo. 94. Donc. Et j'étais à Malanville. Donc on n'avait pas assez de moyens. De travail, mais l'enfant bien motivé. Et à la veille, quand j'allais à Carré-Maman, que j'étais le chef de Carré-Maman, il m'a dit qu'est-ce qu'on peut encore donner. Qui ne sait pas. L'élève qui me demandait qu'est-ce qu'on peut encore. Il se sentait suffisamment prêt. Et donc, il a été le premier du Bénin. Donc, il y a des astuces. Il y a des astuces. Et dans les sous-cycles, il faut que les enseignants se parlent. Il faut que les enseignants se parlent. Il faut qu'il y ait une collaboration. Et mieux, vous savez, la réunion au cours de laquelle on décide des passages et des redoublements, il faut demander plus aux enseignants. C'est-à-dire, je suis en train de vouloir faire passer 15 élèves ou 20 ou 30, mais je dois faire un rapport au maître qui va les garder l'année prochaine là, pour dire, tel élève là, il est très bien en français, mais il se fâche très vite. Quand il se fâche, il ne répond plus. Il a telle qualité, mais il est aussi,
C'est-à-dire, à des moments donnés, voilà ce qu'il présente. Tel met du temps pour répondre. Mais il répond toujours bien. Donc, ces détails permettent au maître, au nouveau maître, de prendre ça en considération dans son enseignement. Est-ce que tous les maîtres aujourd'hui ont cette capacité-là à détecter ces détails dont vous parlez aujourd'hui? Non, c'est parce qu'on n'en parle pas qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Si on en parle, on en parle suffisamment. Ils devront savoir que c'est une passation de service. Et il faut passer service avec c'est-à-dire tous les problèmes qui tournent autour des services que tu avais effectués. Donc c'est si simple que ça. Le concours le mieux organisé au Bénin aujourd'hui, c'est le concours d'entrée dans les écoles militaires. Je vais vous l'expliquer. C'est pas souvent l'impression qu'on a et les parents se plaignent. Non, les parents se plaignent. Il y a eu un problème où quelqu'un a été le premier du Bénin au CPE et il a échoué lamentablement. Comment c'est possible? Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Et c'est là où j'apprécie la question pour que les gens se comprennent un peu le rouage. Vous êtes admis au CEP. C'est le premier principe. Vous êtes parmi les 50 premiers de votre département. Filles à part, garçons à part. Donc chaque département fournit une centaine de candidats. Donc c'est 50 garçons, 50 filles. 50 garçons, 50 filles. Les garçons vont à Bembereke et les filles vont à Natitengo. Quand le plus souvent c'est un mois, après la délibération et autres, c'est un mois, bon, des fois 3 semaines et autres là, ils composent dans les chefs-lieux de département, dans des salles différentes. Et quand ils finissent, on amène ça à l'état-major. On désigne des inspecteurs comme contrôleurs et des contrôleurs au moment de la correction comme correcteurs. Je ne sais pas si on fait comprendre. L'inspecteur qui a supervisé sur le terrain à l'écrit devient contrôleur. Le contrôleur qui a supervisé les correcteurs à l'écrit devient correcteur. C'est la première qualité. Et on finit. Quand on finit, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? C'est une unité bien organisée. C'est-à-dire que dans chaque département, il faut prendre 3 candidats. Et dans les renseignements, chaque enfant a déjà donné des précisions sur son département d'origine. On les retourne dans leur département d'origine. C'est-à-dire tu as composé à Cotonou et tu es de l'Atakora. On te retourne dans l'Atakora. Ainsi de suite. Donc dans l'Atakora, on a tous les enfants de l'Atakora qui ont participé à ces concours. Et c'est à ce niveau-là qu'on fait le classement. D'accord. Donc dans une promotion, vous avez 3 candidats issus de chaque département. Il s'agit des départements d'origine et non des départements de... Donc en 6e, ils sont 3 par département. Et c'est l'unité nationale. C'est pourquoi vous allez sentir que les militaires sont plus unis. Et effectivement, je comprends. Déjà, au prime abord, on leur inculque cette valeur, l'unité nationale. L'unité nationale. Donc il n'y a pas de déséquilibre, non, tout le monde, tous les départements fournissent les 3 éléments. Donc des enfants fréquentent ici et sont petits, sont par exemple de la Liborie et autres, et ils sont classés. De l'autre côté? Oui, de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, merci inspecteur pour ces éclaircissements. Je pense que ça aiderait vraiment beaucoup les parents. Effectivement, et d'ailleurs, là, vous parlez de l'après-examen alors que nous sommes là aujourd'hui pour parler surtout de l'avant-examen, vu que nous sommes dans le dernier mois avant les compositions, et je me permets de vous demander pourquoi aujourd'hui beaucoup de parents ont l'impression que le CEP c'est juste pour passer en 6e, ça n'a plus de poids, et vous avez su le dire dans votre intervention tout à l'heure au début, que beaucoup de parents ne prennent plus trop le CEP au sérieux comme il le faut. Non, je vais dire qu'il y a des intellectuels qui ne sont même pas parents et qui trouvent que c'est du gaspillage. C'est ça, que c'est devenu léger ou bien que c'est devenu insignifiant. Oui, c'est parce qu'on a arraché les réformes, on a arraché au CEP, disons, cette valeur qu'on avait connue. On est policier, on est gendarme, on est agent de la police républicaine dans le temps.
à partir du CEP. Du CEP, oui. On est encadreur à partir du CEP. On a beaucoup de choses à partir du CEP. Aujourd'hui, la barre est allée jusqu'au master, jusqu'au PPC. PPC Oui. d'abord. D'accord, Puis oui, pour les après, concours. le Oui. bac, Ainsi de suite. Oui. Donc, comme on a enlevé cette prérogative au CEP, Au CEP. les parents pensent que le CEP n'a plus sa valeur. Le CEP a sa valeur et c'est un diplôme capital qui marque une période de vie de tout un chacun de nous. C'est ça. J'ai eu mon CEP dans telle école. J'ai fait telle école quand je parlais le CEP. En dehors de ça, ça permet aussi de régler le problème de qualité. De qualité. Oui, de qualité. Et vous allez constater que quand, par exemple, l'enfant a fait un bon CM2, Oui. quand il est en 6e, il n'a pas tellement de problèmes. À comparer même les programmes, c'est presque la même chose. En mathématiques, c'est presque la même chose, plus quelques chapitres. Donc l'enfant qui a bien fait le CM2, il est lancé, il est bien lancé pour réussir en 6e, en 5e et autres. Voilà, alors vous venez de dire qu'on a arraché au CEP sa valeur initiale. Donc aujourd'hui, quel est le rôle des responsables politiques dans la réussite à l'examen en général, mais là précisément à l'examen du CEP par exemple? Oui, le CEP, s'il n'existait pas, Oui. il fallait l'inventer ou bien le réinventer. Ah oui. Parce que vous ne pouvez pas être dans une dynamique de progression progressive et ne pas évaluer. 6 ans après, il faut évaluer. Demain, ça peut ne plus, on peut ne plus l'appeler CEP. Mais il faut faire une évaluation de ce cycle-là, du cycle primaire. C'est la fin du cycle primaire. Il faut faire cette évaluation. Au secondaire, on a 2 cycles. On a le premier cycle. Il faut faire une évaluation. Il y a le choix, disons le choix, les filières et autres. Là. Il faut aussi faire une évaluation. Donc, on ne peut pas terminer un cycle sans une évaluation. Ailleurs, dans les académies, bon, c'est chaque académie qui organise cette évaluation pour voir, pour juger des compétences de ces apprenants. D'accord, mais le gouvernement parle quand même de redynamisation de l'école béninoise. Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans les écoles primaires ces dernières années? Il faut une journée pour dire ce que D'accord, de façon résumée. Je tiens à saluer Monsieur le ministre Karimou, oui. Il a fait beaucoup. Et il faut voir là où nous en étions. Nous étions en 2016 pour apprécier tout ce qu'il a fait. En 2016, c'était 39% de réussite au CEP. Oui, c'était 32%. Non, il y a eu même des fois où il y a des réussites politiques, où bon, le résultat même étonne ceux qui ont enseigné. Oui, je vois. C'est comme en 2015, nous étions à 89%. Voilà. En 2016, on passe à 36%, en tout cas une trentaine, 30%. Et en 2017, on remonte à 89%. Très bien. Est-ce que ces chiffres... C'est ça que je salue du ministre. Okay. Vous savez, quand vous êtes dans votre marigot, il est difficile de prendre des mesures. Parce que quelqu'un sait quand tu as commencé, quelqu'un sait comment tu es arrivé là où tu es, quelqu'un sait quelque chose de toi. Mais il a fait fi de tout cela. Et parce que, vous savez, le courage qui a accompagné les réformes dans notre secteur aujourd'hui, nous vivons les résultats. Et tout le monde est fier. Tout le monde est fier. Mais à comparer même nos épreuves avec les épreuves des pays et voisins, okay. Des voisins et autres là, non, nos épreuves sont clean, comme on le dit en anglais. Donc, le ministre a su mettre un dispositif de contrôle. Lequel? D'abord, il y a une direction qui est dédiée à ce contrôle. C'est la direction de l'inspection et de l'innovation pédagogique, qui est tout le temps sur le terrain. Je salue Madame la directrice au passage, qui est tout le temps sur le terrain. C'est-à-dire, on envoie les inspecteurs dans les cahiers des charges des chefs de circonscription scolaire, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques. Ils ont un résultat à donner. Et il y a une équipe qui contrôle ces résultats de telle manière que il y a moins de failles. Et
de Porte-Nouveau, on sait ce que tu fais à Carrie-Maman. De Porte-Nouveau, on sait ce que tu fais à Manta ou bien à Sebana. De telle manière que quand on fait une évaluation, presque tous les enfants sont au même niveau. De Porte-Nouveau, de Paracourt, de Natitengu sont presque au même niveau. Et ce suivi-là, on le doit aussi au conseiller technique c'est-à-dire de la qualité du ministre. Donc, tout est surveillé de près. Et bon, les moyens aussi accompagnent. Parce que quand on m'invite, par exemple, pour faire ce travail-là, on est bien quand même. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, les acteurs, c'est-à-dire les enseignants, ne sont plus étonnés du résultat, du pourcentage. Non. Et on peut rapidement être fier quand même. Oui, tout le monde est fier. Tout le monde est fier parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui voir des écoles qui tournent autour de 50%. On a dépassé ça. D'accord. On a dépassé ça. Même dans les départements, aujourd'hui, on ne fait plus de classement par département. Okay. Oui, mais vous savez pourquoi les départements n'ont pas les mêmes réalités. C'est ça. Et c'est quand les réalités sont les mêmes qu'on peut faire un classement. Donc, comparaison, madame. Merci, madame. Donc, aujourd'hui, ça tourne autour de 70%. Ça tourne autour de 70%. Donc, on a à peine une trentaine % de déchets. Je dis, c'est encore bon. C'est déjà bon, le système. Et c'est-à-dire que les enseignants aussi ont eu un accompagnement particulier pour mieux préparer les élèves. Oui, les enseignants sont suivis. Non seulement ils sont suivis, ils sont tout le temps en action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en classe, l'enseignant n'est plus celui-là qui, disons, fait sa classe à partir d'une brochure. Il suit les grandes étapes qui sont l'introduction, le déroulement, c'est-à-dire la réalisation et le retour et l'objection. Donc, il suit ces éléments. Et en suivant ces éléments, il permet à l'enfant de comprendre la démarche disciplinaire. La démarche procédurale et la démarche disciplinaire. Et quand l'enfant, face à un exercice, il met ça en œuvre. Donc, il ne peut que réussir. D'accord, donc au vu de toutes ces actions, on peut dire que le résultat qu'on a aujourd'hui, ça peut se justifier, puis c'est réel. On peut le voir sur le niveau réel des enfants, parce que souvent, comme l'avait dit, il y a des parents qui s'étonnent, on dit, mais il a eu le CEP, mais écoutez, ça me tonne aussi, parce que le parent, il connaît le niveau réel de son enfant. Il estime qu'il n'a pas ce niveau. Quand on parle de niveau, je suis un peu choqué. Je suis un peu choqué. Pourquoi ? Parce que grand que nous sommes, nous pensons dépasser certaines notions abordées à l'école primaire. Je veux bien vous demander de définir ci, de définir ça. Vous allez voir que c'est un peu difficile. Donc, un enfant qui réussit au CEP, c'est comme l'autre qui réussit au PPC, c'est comme l'autre qui réussit au master 2. Il faut contester ça devant des contests. C'est son examen. C'est son examen. Et ça a rapport avec son âge et avec l'enseignement qu'il a reçu. Et vous, de votre position, l'enseignement là, c'est facile, d'accord. Mais il ne faut pas le juger par rapport à vos connaissances. Et le plus souvent, ce qu'on oublie de faire, c'est de ramener le curseur à votre CM2 pour voir si quand vous étiez au CM2, est-ce qu'il y avait cette brillance, est-ce que vous étiez capable de résoudre ce qu'il est en train de résoudre. Néanmoins, on se dit quand même qu'à notre époque, permettez-moi de m'exprimer ici, que notre français ou bien notre niveau n'était pas aussi dilué que ça l'est actuellement. Vous avez quand même été directeur, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez donné des exemples des années 94. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Est-ce que vous pouvez changer le niveau et dire que c'est toujours ce même français qui continue? Les enseignants ne sont plus assez motivés. Ça, là, c'est un autre problème. Réalité. Les enseignants ne sont plus assez motivés. Et je crois que la motivation est en route. Il y a des réformes en cours d'exécution qui vont davantage motiver l'enseignant. La deuxième chose, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système d'AME. Certains ont eu des diplômes professionnels, c'est-à-dire ils ont fait les écoles normales. Certains, c'est sur le tas. On est d'accord. Mais certains n'ont que le bac.
Est-ce que vous voyez? Quand ceux-là, on les introduit dans le système, ils troublent l'eau. Ils troublent l'eau parce qu'ils n'ont rien reçu comme enseignement d'ordre pédagogique et tout ça, la psychologique et autres. Il faut les former sur le tas. Nous, on nous avait formés sur le tas. Moi, j'ai été jeune instituteur révolutionnaire. Mais quand j'ai fini ma mission, directement, on nous a envoyés dans un centre de formation, les écoles normales d'instituteurs. Donc, j'ai pris par là, avant d'être titularisé comme enseignant. Il faut que nous puissions réserver ce sort, c'est-à-dire cette facilité ou cette commodité à ceux-là que nous appelons AME. On va délimiter le temps de service, puis après, ils passent dans une école pour entendre la vérité et sortir de l'école pour l'appliquer. Sinon, je peux vous dire que cette année, nous allons franchir la barre des 95%. Wow. Parce que nous passons dans les écoles, nous passons dans les classes. C'est aujourd'hui une préoccupation pour tout le monde, pour les directeurs, pour les enseignants qui sont au sein de, même pour les enfants. Allez dans une école dès le vendredi, vous allez voir, après le tirage des épreuves des épreuves de dictée, non pas de dictée, de sport, et de couture et autres là, et vous allez voir dans toutes les classes, c'est ça. Comment voulez-vous qu'un enfant formé dans ces conditions échoue? A dit au CEP, non, l'enfant ne peut pas échouer. Donc on aura entre 95 et 98% au moins. C'est noté. D'accord. Et vous parlez justement des AME, ce sont des aspirants au métier. Vous avez parlé aussi des enseignants qui ne sont pas forcément motivés aujourd'hui, la motivation qui a baissé. Est-ce que ce système d'AME a vraiment contribué réellement? Parce que dans le lot, on a des gens qui quand même se plaignent du salaire qu'ils reçoivent. On a une base de données, ça va venir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont eu d'amélioration. Ils ont la prise en charge, ils sont payés 12 sur 12. Donc c'est déjà... Donc le processus est en cours. Il y a quelque chose qui va quand même sortir très prochainement. Le problème, c'est quoi? Vous avez par exemple des gens qui n'étaient pas... qui ont opté pour l'école. Et d'autres sont restés dans le système, ils sont AME. Mais ceux qui ont opté pour l'école, ils sont sortis, ils sont à la maison. Ça, c'est dans le collège, ça. Dans le secondaire. Ils sont à la maison. Les autres sont dans le système. Et ils bénéficient toujours des avantages du système. Eux, ils sont finis, ils ne sont pas encore déployés. Je crois qu'à la rentrée prochaine, on va régler tous ces problèmes. Oui, j'ai vu une liste du ministère pour remplacer les postes vacants. On va régler tous ces problèmes. Mais déjà, la liste des postes vacants, c'est déjà connu, c'est paru. Donc, on sait déjà, si tu veux faire une mutation, tu peux choisir tel poste, etc. Et aujourd'hui, notre ministère, le ministère des enseignements primaires, a plus de 2000 AME disponibles. Disponibles. Donc, à la rentrée prochaine, tous les trous seront comblés et vous aurez encore un meilleur résultat en 2026-2027. 100%, n'est-ce pas? Non, 100%, bon, cas de maladie, cas d'abandon, il faut considérer ça. Effectivement, c'est pour exagérer. Si vous allez dire depuis 99%. Eh bien, là, nous sommes quand même à quelques jours puisque les examens démarrent le 1er juin exactement. Quels sont les conseils que vous prodiguez en tant qu'inspecteur, je ne vais pas dire en tant qu'enseignant? Oui, je vais donner des conseils premièrement aux parents, aux enseignants et aux apprenants. Les parents, ce n'est pas le moment de qualifier les apprenants candidats par des comportements verbaux négatifs. Il faut apprécier tout ce qu'il fait. Il faut l'accompagner avec des mots doux. Oui, tu vas dormir, non? C'est bon pour ce soir. Demain matin, je vais te réveiller. Tu vas prier et tu vas reprendre tes cahiers. Tu vas faire révision avant d'aller à l'examen en classe. Il faut les accompagner aussi sur le plan de la santé. C'est très important. Parce que présentement au nord, ils sont en train de traverser la saison des mangues.
Et nous savons ce que c'est les mangues. Ah oui, Surtout pour les marauder. Surtout pour les enfants. Ouais. Il faut les déparasiter. Oui. Il faut, disons, prévenir le paludisme. Oui. Hein. Il faut aussi leur enseigner les bonnes manières sur le plan d'hygiène, les bonnes manières et tout ça là avant le jour J. Il faut qu'ils dorment sous moustiquaire. Il faut qu'ils dorment sous moustiquaire et qu'on leur accorde au moins quelques privilèges. Quelques privilèges avant la date. Bien les traiter en Oui, mot oui. terre à terre. Bien, aux enfants, c'est d'être perméable au conseil. Hein, et d'éviter les jeux brutaux. Parce que nous avons vu, Que les enfants, c'est. nous avons vu des enfants qui sont qui ont eu des fractures à quelques jours. Et vous savez, je suis l'initiateur Oui. du CEP des malades. J'étais chef de circonscription scolaire à Bomé-Calavi. Ok. J'ai vu un enfant couché sur une natte, tout le corps plâtré. Voilà. Et il écrivait. J'ai pris la Pour photo. ne pas rater en fait les compositions. Donc, avec l'aide du syndicaliste Bakary Martin, on a introduit une requête. Et Madame, paix à son âme, Madame Kaimon Rafiatou a oui. analysé À l'époque. positivement. Parce que c'est des frais supplémentaires. C'est des frais. Et l'idée qui m'a animé, c'est que ceux qui peuvent mentir sur leur santé, Ouais. ceux-là ont des sessions de malades. Et pourquoi les nôtres naïfs, hein, qui ne peuvent pas, par exemple, tromper ni son enseignant, ni ses parents, on ne leur accordait pas cette faveur. Donc c'est depuis ce temps que la session des malades est née. Et on a constaté qu'il y a de réels cas qui se posent aux enfants. Ils sont hospitalisés, ils sont ci, ils sont ça. Parce que le stress, quand c'est pas bien géré, ça rend malade. Et je vais terminer par les enseignants. Depuis 7 ans, ils étaient à la tâche. Ils ont été très aimables. Et ils ont beaucoup aidé les enfants. Ce n'est pas maintenant qu'il faut les stresser. Avec des menaces. Avec des menaces et autres là. Il y a des enfants parce qu'il n'y a pas le même mode d'apprentissage. Il n'y a pas le même mode d'apprentissage. Des enfants vont faire peut-être 30 minutes avant de résoudre un problème. D'autres vont faire 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Il faut laisser le temps aux lents de parvenir. Merci pour ces conseils. On a bien compris que c'est pas le moment de veiller, surtout de faire des nuits blanches, d'essayer parce que c'est une période de consolidation des acquis. Oui, j'aurais terminé parce que c'est pendant la saison des pluies. La probabilité qu'il y ait pluie est forte. À partir de ce moment, on doit prévoir l'impair. Les parents doivent se rendre disponibles pour accompagner l'enfant jusqu'au centre de l'examen. La deuxième chose, le ministère vient de prendre une très belle initiative, une mesure sociale à l'endroit des apprenants candidats. C'est de les restaurer dans les centres sur place, j'allais dire. C'est une très belle initiative et ce n'est pas un handicap. Parce que ces écoles-là ont l'habitude déjà de servir leurs apprenants. Et donc c'est une continuité. Et c'est pourquoi le ministre, dans son communiqué, disait, si possible, si les gens s'entendent autour de cette innovation, c'est bon. Donc il revient aux parents et aux responsables du milieu pour organiser cette restauration. Okay, donc c'est avec la collaboration des parents. C'est avec la collaboration des parents. Des parents et géniteurs des candidats, c'est des parents de ces candidats-là. Oui. Ils s'entendent sur un minimum et la cantine va leur donner un repas chaud. C'est ça, un repas chaud. Et bien avant de clôturer, je veux quand même un dernier mot de votre part. Oui, je dis félicitations à tous ceux qui sont sur la chaîne. Oui. Je commence par le ministre, les directeurs centraux, les directeurs
départementaux, les chefs de circonscription scolaire, les CP, les conseils pédagogiques, les directeurs d'école et les enseignants. Je dis merci pour le travail abattu. Ce qui est clair, nous aurons plus de 95% cette année. Vous tenez à cela et c'est Oui. très important. J'y tiens. On achète, nous. Eh bien, ce sera tout. Merci à vous qui êtes restés également en compagnie de Culture TV. Mois dans mois, avant les examens nationaux 2026, ce n'est plus le moment de paniquer, mais celui d'ajuster, consolider et anticiper. Entre révision intensive et contraintes liées à la saison des pluies, la réussite passera autant par la préparation intellectuelle que par une bonne organisation. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis dans l'interview sur Culture TV. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle édition.